Bonjour et bienvenue sur la web télé libre des souverainistes. Aujourd'hui, nous recevons Romain Rochas, de la division honoraire de la Cour des comptes européenne. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le contenu du traité de Lisbonne et l'étrange jeunesse de ce traité. Pour cela, Bernard Chalimot, expert en droit constitutionnel et en droit international, posera les questions les plus pointues afin d'élever le débat le plus haut possible. Eh bien, bonjour Romain, merci d'être parmi nous sur votre chaîne. Merci de m'accueillir sur votre chaîne également. Le général de Gaulle leur a dit de vous que vous êtes un expert en chinoiserie bruxelloise, je crois que c'est le cas. Je crois que vous êtes parmi les Français le plus apte à nous décrire ce que contient en quelques minutes, ce que contient ce traité dit de Lisbonne, que j'appelle la Constitution bis. Qu'y a-t-il effectivement là-dedans? Parce qu'on s'interroge, on dit beaucoup de choses. Mais écoutez, on a entendu ou lu tout et le contraire de tout à propos de ce traité. Certains disant que c'était une copie du traité constitutionnel de M. Giscard d'Estaing, d'autres allant jusqu'à prétendre au contraire que ce n'était qu'un simple règlement intérieur pour l'Union européenne. C'est vraiment se moquer du monde quand on voit que le contenu en fait est un contenu d'un traité complet qui révise de façon complète les traités existants, traités sur l'Union européenne et traités instituant la communauté européenne. En réalité, passez-moi l'expression, entre le traité constitutionnel, le défunt traité constitutionnel de M. Giscard d'Estaing et le nouveau traité de Lisbonne, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Je dirais de façon encore plus brutale que le traité de Lisbonne n'est qu'un clone. Voilà, l'expression la plus juste, je crois. Personne ne l'a encore employé, cette expression, je crois qu'elle est très juste. Ce n'est qu'un clone, c'est pire que des vrais jumeaux, si vous voulez. C'est vraiment un clone, c'est-à-dire une reproduction quasiment à l'identique du traité constitutionnel. Et bien entendu, tout ça étant camouflé de différentes façons. Il y a un élément dans le mandat qui a été la ligne directrice pour élaborer ce traité qui est révélateur. Le mandat dit que les innovations résultant des travaux de la conférence intergouvernementale de 2004 seront incorporées dans le traité. Or, qu'est-ce que c'est que les travaux de la conférence intergouvernementale de 2004 ? Ce n'est ni plus ni moins que le traité constitutionnel lui-même. Les conclusions de la CIG, comme on dit, conférence intergouvernementale, qui est une conférence de négociation entre les gouvernements des États membres, et bien le résultat de la conclusion, les conclusions de cette conférence de 2004, ça a été précisément le traité constitutionnel. Mais il ne fallait pas prononcer ce nom-là. Il ne fallait pas dire que les conclusions du traité constitutionnel, les dispositions du traité constitutionnel étaient reprises telles quelles dans le nouveau traité. Ça, c'était interdit politiquement de le dire. Alors ils ont caché ça sous cette expression alambiquée en disant que c'était les innovations de la conférence intergouvernementale. Personne ne comprend ça, sauf les spécialistes, bien entendu, pour qui c'était clair comme de l'eau de roche. Mais pour le bon peuple, on pouvait se permettre de les duper de cette façon-là. Monsieur Rochas, c'est extraordinaire ce que vous nous dites, parce que vous êtes en train de nous dire que dès l'origine, les gens de Bruxelles avaient reçu l'ordre de reproduire la Constitution Giscard, quasiment, dès l'origine. C'était leur ligne directrice. C'est clair quand on lit d'abord le mandat lui-même, et puis qu'ensuite on examine ce qui a été produit en finale, c'est-à-dire le traité de Lisbonne, on peut le vérifier par comparaison de textes. Il y a même des logiciels qui permettent de comparer les ressemblances et les différences entre deux textes. Je l'ai utilisé moi-même, oui. Et j'ai pu voir que, si vous voulez, certains ont même été jusqu'à prétendre que la troisième partie du traité constitutionnel avait été rayée complètement. Ça, on nous l'a dit. Parce que, notamment, M. Giscard d'Estaing a soutenu ce point de vue-là, oui, en disant, c'est en fait la troisième partie qui avait été critiquée. Voilà. Par les élites, par le peuple, par les citoyens, les électeurs. Et donc, la solution, c'est d'approuver le traité constitutionnel en supprimant la troisième partie, et le problème est résolu. En réalité, quand vous examinez le contenu du traité de Lisbonne, du traité modificatif, il y a une pléthore d'articles
tiré de la troisième partie, en grand nombre, est bien souvent reproduit textuellement, mot à mot, à la virgule près. Alors on nous a menti, alors. Écoutez, on reviendra sur le mensonge, mais hélas, dans cette affaire, le mensonge est un élément de la stratégie. Je dis ça. Le mensonge est un élément de la stratégie. Mais revenons, si vous voulez, sur le contenu. Bien sûr. Le contenu. Il ne faut pas entrer dans trop de détails techniques, mais je crois qu'il faut quand même dire la chose suivante. L'Union européenne et la politique européenne en général utilisent principalement 3 procédés pour faire avancer la construction européenne. Le premier procédé, c'est l'extension des domaines de compétences européens. Alors, avant l'agriculture, c'était le domaine national, on en a fait une politique commune. Et puis, il y avait l'aide au développement qui était purement nationale, on a dit, il y en aura une partie qui sera européenne. Et puis, il y a les problèmes sociaux, il y en aura une petite fraction qui sera réglée par l'Europe. Et puis, il y a l'aménagement du territoire, on va faire les fonds structurels qui sont un moyen européen de définir les priorités spatiales pour le développement européen. Bon, on développe on multiplie les domaines de compétences de l'Union européenne. Donc ça, c'est le premier procédé, l'extension des domaines de compétences. Deuxième procédé, après je reviendrai comment le traité de Lisbonne a utilisé ces 3 procédés. Deuxième procédé, c'est la supranationalité. Qu'est-ce que c'est que la supranationalité? C'est le fait qu'une décision puisse être prise, adoptée et exécutoire dans tous les États membres, lors même que certains de ces États membres auraient refusé la décision. Et même s'ils l'ont refusée, si les procédures prévues par les traités indiquent que la décision est adoptée, elle sera exécutoire, même dans ces États qui, au départ, refusaient le projet. Alors, la technique pour aboutir à ce résultat, c'est le passage des décisions prises à l'unanimité à des décisions prises à la majorité. Alors, exceptionnellement, majorité simple, 50% plus une voix, mais de la façon la plus courante, majorité tout de même renforcée, ce qu'on appelle la majorité qualifiée. Enfin, qualifiée ou pas, la majorité, ça veut dire que ce n'est pas tous les États. Et que dans le cas d'une opposition de quelques pays qui sont justement dans cette minorité, qui refusent le texte, en vertu de la règle de la majorité, ils devront s'incliner et mettre en pratique sur leur propre territoire, de façon interne, ils devront mettre en pratique ces décisions avec lesquelles ils étaient en désaccord. Ça, c'est la supranationalité. Excusez-moi de vous interrompre, mais ça, c'est la base même d'une fédération. C'est sans doute, en effet, un des éléments majeurs d'une fédération. En effet, oui. C'est un des procédés typiques d'une structure fédérale. Comme, par exemple, les Allemands en possèdent une. Du reste, le modèle constitutionnel allemand a largement servi. On peut dire que les Allemands sont largement les inspirateurs de bien des caractéristiques des traités européens, et notamment de ce dernier, puisque n'oublions pas que c'est l'Allemagne qui présidait l'Union européenne quand le traité dit modificatif a été mis en discussion.